Quand j'étais petit, le Minitel trônait chez mes parents, sous le guéridon du téléphone. En 1982, j'ai 2 ans et partout en France, on lance le Minitel. 40 ans plus tard, il a totalement disparu. Mais pour moi, c'est une madeleine. Quelque chose de lui est encore vivant. L'épidémie m'a gagné et c'est sûrement contagieux. J'adore mon Minitel. Envoi, suite, loupe, guide, sommaire, annulation, correction, pas une fonction ne m'échappe. Nous allons essayer de comprendre ce qu'est le Minitel et d'abord, c'est quoi? C'est un ordinateur? C'est un annuaire? Non, on pourrait penser que c'est un petit ordinateur, Jean-Claude. En fait, c'est un clavier et un écran qui permet de communiquer avec des ordinateurs installés dans des entreprises, des sociétés. Cela grâce à votre ligne de téléphone. Quelle trace reste-t-il aujourd'hui de cette aventure ? Je sillonne une France qui était déjà entièrement connectée avant même l'avènement d'Internet pour tisser un lien entre les dernières personnes qui s'intéressent encore au Minitel. Pour moi, le Minitel, c'est la nuit, le grain des années 80 et toute une esthétique disparue. Et les toutes premières connexions sur écran, le cœur battant, à dialoguer avec des inconnus. Mon voyage démarre près de Rennes. Dans le hangar d'un musée sommeillent des dizaines de Minitel. Plus personne ne vient leur rendre visite, à part quelques passionnés. Je me dis que ce lieu symbolise bien ce qu'on pense du Minitel. Un peu comme si on avait honte de lui. Voilà une maquette qui a été utilisée par les gens qui ont développé le Minitel. Donc elle date de la fin des années 70, début 80. Voilà. Donc le petit écran. Il n'y a pas encore le clavier, puisque c'est un élément qui était en supplément. Voilà pour le premier. Le deuxième, il est là. Voilà, un deuxième. Qui est vraiment dans les tout premiers équipements qui ont servi aux chercheurs. Voilà. Donc on retrouve l'écran du Minitel, on retrouve son clavier, avec une disposition spécifique pour le clavier alphabétique, le clavier numérique, et ici les touches de fonction. Voilà. Ça date de quelle année ça? 80. Le dernier Minitel qu'on présente, c'est un Minitel Internet qui n'a jamais été mis en exploitation, mais qui a quand même été construit et fabriqué. Vous avez même la touche arrobase. Ici, vous avez la touche arrobase. Et c'était le dernier avatar du Minitel avant sa disparition complète en tant que terminal. Et il y a un truc qui vous fascine dans l'histoire du Minitel, cette longue histoire là, de 30 ans À l'époque, c'était vraiment la première fois qu'on mettait un peu d'un système avec interactivité pour les utilisateurs et un système grand public. Donc, par rapport à bien des pays qui n'avaient pas le Minitel, qui sont passés directement à Internet, on était déjà habitué à consulter les terminaux, donc c'est une certaine fierté quand même. Et au niveau des services, on a eu des choses comme la consultation des horaires de train, des réservations de voyage, les consultations de la bourse, tout ça, c'est ou même les commandes à distance, parce qu'un service comme la Redoute pouvait permettre déjà de commander à distance. Ce qu'on connaît aujourd'hui de façon très très simple sur Internet. Mais on était déjà dans ce développement à l'époque. Et puis rapidement, les 3615 codes que vous connaissez sont... Vous souriez, vous voyez, vous avez utilisé. C'est vrai que les messageries ont émoustillé une génération d'adolescents. Mais moi, ma fascination pour le Minitel, c'est son côté futuriste. 60 ans en arrière. Des machines autrefois ultra perfectionnées dont on peine aujourd'hui à imaginer le côté avant-gardiste. Et que ces passionnés s'attachent à sauvegarder les derniers exemplaires du fleuron des télécoms françaises, alors que tout le monde s'en fiche, ça me touche. Encore un ABCD. Je vous fais une surprise? Allez. Alors voilà, c'est un carton. À l'intérieur, il y a quelque chose d'original. C'est un Minitel tout à fait standard. Apparemment, il a un petit problème de pied. Alors son intérêt, c'est que
Donc l'écran a été décoré puisque c'est un concours artistique et le clavier a été réaménagé aussi. Et alors il y a marqué quoi sur le clavier? Jobs m'a tué. Jobs m'a tué. C'est une légende que j'aime bien. Steve Jobs aurait examiné le Minitel sous toutes ses coutures pour s'inspirer de son design avant de lancer le Macintosh. Est-ce son côté vintage qui me pousse à m'intéresser au Minitel? Il y a un peu de ça, mais pas seulement. Le Minitel, c'est aussi la trace d'un passé révolu. En 1982, lorsqu'il est lancé, l'idée qu'un jour on passerait nos journées connectées sur un écran est totalement inimaginable. À l'époque, c'est une véritable révolution, unique au monde par son ampleur. Mais pour moi, le Minitel, c'est ce bruit inimité et sonore des touches qui avait l'air de rebondir sous les doigts. M-A-T-T-O-N. Voilà, vous faites déplacer, suite. Vous mettez Paris, ça suffit. Ah, d'accord. Maintenant, on peut faire le service Minitel. Ça marche pas. Ça marche pas. Ah bon. Si, ça marche. Ah bon. Je commence à douter du réseau téléphonique. Hein. Le Minitel fait entrer le monde moderne à l'intérieur même du foyer. À son apogée, chaque mois, des millions de Français pianotaient dessus. Et 10 ans avant l'invention du web, on pouvait déjà y consulter quasiment tous les services possibles. La prescription médicale, les achats en ligne, les résultats du bac, la réservation de billets de train, d'avion, de places de cinéma, toute la presse quotidienne, les jeux, l'aide aux devoirs et même le message de Dieu. En tapant 3615 Gabriel, ils sont reliés avec l'évêché de Limoges pour tout renseignement lié à la vie de l'Église catholique. Et quand je vois ce gamin devant un Minitel, eh ben, je peux facilement m'identifier à lui. On peut faire du calcul aussi dedans, des jeux et communiquer, des jeux, et on peut faire des rendez-vous avec. Les rencontres, tu veux dire? Ouais, mais pas pour vraiment, pour la blague. L'histoire du Minitel raconte l'une des dernières ambitions françaises. Ces projets fous et planifiés comme le Concorde ou le TGV. Le Minitel, c'est le début de l'informatisation de la société dont personne ne sait à l'époque jusqu'où elle se développera. Pour les hauts fonctionnaires des télécoms qui pilotent le projet, leur préoccupation c'est d'apporter le service public du futur à la population française. Les premières recherches ont lieu à Rennes, à la fin des années 70, au CCETT, le Centre commun d'études de télévision et de télécommunications. On y développe des prototypes qui ressemblent alors à de la science-fiction. On va chercher les programmes de cinéma, par exemple, loisirs. Ce journal audiovisuel que les abonnés pourront consulter chez eux à Vélizy en 1980, c'est peut-être déjà le quotidien de l'an 2000. L'information s'inscrit sur un récepteur normal sous forme de texte ou de graphique. Voici par exemple le plan des hôpitaux de Paris, leurs spécialités et leurs horaires de consultation. Un petit clavier de télécommande permet de consulter tout cela chez soi, devant son téléviseur. En 118, c'est ça sur... Oui, c'est ça. Bernard Marty faisait partie de l'équipe bretonne qui, avant le lancement du Minitel, travaille sur le principe du télétexte. Et ça me paraît surréaliste de penser qu'il y a 40 ans, on ne pouvait quasiment pas interagir avec un écran. Voilà mon antre. Ah ouais. C'est là que vous passez quelques nuits? C'est vrai que je passe du temps, trop de temps. Ah ouais. Au goût de certaines. Ouais, c'est un peu un espace à remonter le temps, quoi, ici, en fait. Le remonter, non, mais essayer de le garder vivant. Ouais. C'est déjà pas si mal. Alors, il y a quoi d'autre dans les archives? Il y a 688 photos qui touchent de près ou de loin au Minitel. Ah ouais. Ah oui, je vous ai pas... vous avez quand même vraiment fait un travail quand même d'archivage personnel, quoi. Alors, quand le bâtiment a disparu, on a fondu sur les locaux d'archives pour essayer de récupérer ce qui nous semblait le plus intéressant, mais ça faisait déjà des volumes extraordinaires. On les scanne au fur et à mesure. Notre devise, c'était « Yes, we scan ». Et on ne pouvait pas tout garder, c'était impossible, quoi. Alors ça, voilà l'énorme clavier, il fallait lever la tête pour voir le résultat sur l'écran.
Puis là, le mini-ordinateur qu'on aperçoit ici, avec son disque dur. Et faites voir les autres, là, du coup, qu'on a en vignette. Alors, les autres en vignette. Bon, ça, c'est la base de données photographique. Il y a quelque chose comme 2500 photos. Ceux qui ont inventé le principe du texte sur écran sont les Britanniques, en 74, 75, enfin. Nous, on a repris le système pour l'adapter à la France. Et ça, je crois que vous avez fait un essai, c'est ça, sur bande. Vous m'avez dit ça la dernière fois. Alors ça, c'était en 76 et nous devions présenter le système comme système d'information des journalistes en temps réel pour les Jeux Olympiques de Moscou. Donc on a fait effectivement une simulation à partir des Jeux Olympiques de Montréal où on a récupéré une bande vidéo et on a rajouté du télétexte dessus dans les 3 langues des Jeux Olympiques, français, anglais et russe. Et les Soviétiques ont dit « ouais, c'est pas mal, mais est-ce que ça marche aussi sur téléphone ?» On s'est dit bah, « on n'a pas le choix, il faut qu'on utilise les mêmes types de présentations sur téléphone parce que ça ne tiendra pas la course au plan commercial. » Et puis la deuxième étape, ça a été donc 1 an plus tard, quand on avait commencé à faire le Minitel, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. On a fait une bande audio cette fois-ci, avec des pages qui s'affichaient au fur et à mesure qu'on les commentait et qui expliquaient ce qu'était le service de vidéotexte. Pour faire cette bande, on y a passé les jours, les nuits du mois de juillet et du mois d'août. Et avec un matériel, c'était du prototype. L'ordinateur sur lequel on travaillait, qui s'appelait mini-ordinateur, il tombait en marche que quand il faisait frais, donc on pouvait vraiment l'utiliser que la nuit, et encore. Bref, les 40 heures, on ne les comptait pas. Hein. Ça a été un événement un peu fondateur. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Ce serait un vieux rêve d'arriver à... Bah, je pense que tous ont le même rêve d'arriver à retrouver un petit peu leurs souvenirs d'enfance. C'est un peu ça. Avant de partir, Bernard Marty m'apprend aussi que le format JPEG, que j'utilise tous les jours sur mon ordinateur, a été inventé par son équipe. Mais des photos sur le Minitel, il n'y en aura quasiment jamais. Au début des années 80, le Minitel est imaginé pour répondre à des besoins basiques. Il faut remplacer l'annuaire téléphonique papier et ses millions de bottins imprimés chaque année. Vous voulez une petite démonstration? Ah, j'adore vos gadgets, j'aime bien voir vos démonstrations. J'ai eu une idée qui est de rechercher un monsieur qui s'appelle Joyeux, dont j'ignore l'orthographe exacte. Alors, monsieur Joyeux, comment s'appelle-t-il de son prénom? Allez, je vous le dis. Allez-y. Il s'appelle Noël. Joyeux Noël. Aller consulter les bottins à la poste. Je me souviens que c'était ce que faisaient mes parents pour chercher le numéro de téléphone d'un correspondant habitant dans un autre département. Pour que chacun puisse consulter l'annuaire chez soi, l'État réalise un investissement pharaonique. Le Minitel, prouesse de technologie, sera distribué gratuitement à chaque foyer français. Test d'endurance, le séjour en étuve. Les Minitel fonctionnent 2 jours en atmosphère chaude et humide. Le Minitel est aussi le symbole de l'anti-obsolescence programmée. La petite boîte marron était basique, mais conçue pour résister à tout. Vérification ultime, la percussion d'un maillet. Le coup de massue déclenche un repère visuel en cas d'anomalie. Entre 1985 et 1995, c'est l'âge d'or du Minitel. France Télécom est une sorte de royaume. Royaume de palais de béton, royaume et leurs monarques qui murmurent à l'oreille des hommes puissants, royaume de l'esthétique des années 80. Et dans le royaume, des princes du film de cuivre. Claude Rizzo est de ceux-là, de ces êtres anachroniques qui font de l'exploration urbaine dans les places fortes abandonnées peu à peu par le royaume. Ce matin, l'archiviste d'Orange m'emmène voir les machines qui servaient à connecter les Minitel entre eux, des pavis. Et dans ces endroits silencieux et déserts, je me demande comment tout cela a pu s'éteindre aussi vite. C'est de la très belle qualité de fabrication, circuit double face, soudure à la vague, mais vraiment de époxy, pas des trucs au rabais, là. C'est pas du XPP3 ou des trucs... c'est magnifique, ça bouge pas, ça. On laisse ça, dans un siècle, c'est dans le même état. Ça ne vieillit pas. Ouais, ça peut pas vieillir.
ça, tiens. Ah, c'est vraiment la mémoire centrale. Hein. Au départ, il y avait des petites machines qui ne pouvaient traiter que 30 communications simultanées, 30 demandes de connexion. Après, la machine était saturée. Au départ, il y avait des machines qui étaient comme ça, très... Alors là, c'était vraiment du bricolage au départ. Hein. Mais à partir de 84, arrivent les vraies machines, les PAVI. Et là, ça permet de connecter... Voilà, bon, plusieurs centaines, peut-être 1500 communications simultanées, ce qui est quand même pas mal. Et donc, si vous voulez, c'était la passerelle. Et lui, il met en relation, il chronomètre et il facture. Parce qu'évidemment, derrière, il y a une question de gros sous, à la fois pour donc les organismes privés, là, tous ces 3615, 3617 ANU, etc. Mais il y a aussi pour les PTT qui touchaient sa com. Alors, c'est pour ça qu'on a dit que, à un moment donné, les mauvaises langues ont dit que l'administration des PTT était un peu le macro, quoi. Mais bon, c'est un peu le proxénète, mais c'est pas faux, quoi. Oui, ils récupéraient un tiers. On avait une com, voilà, je crois que c'était 30%, voilà, chose comme ça. Bon, donc ça, là-dedans, il y avait le décompte de la connexion. Ça fait tout ça, sur la connexion. C'était vraiment bien adapté à l'ancêtre d'Internet, hein, en réalité, parce que c'est quand même tout ce qui a mené au monde moderne actuel. 76. Il était fabriqué en 76, celui-là. Je vois, il y a le poinçon. Il est neuf, hein? Non, il y a des petites fentes. Non, mais moi, j'en ai un dans ma collection privée. Mais bon, oui, c'était marrant comme... Bon, est-ce que vous pensez que je peux le prendre? Eh oui, vous savez, c'est du matériel PTT, c'est déclassé tout ça. C'est quoi? C'est important de garder ça pour la trace, en fait? Il faut garder des traces, parce que si vous ne gardez pas de traces, les gens se disent toujours j'ai mon petit téléphone portable, ça fonctionne, ok, mais à l'époque, il ne faut pas oublier qu'on part de pas grand-chose, quoi. En 82, quand on commence à ouvrir le Télétel, bon... Vous savez, 50 mégaoctets, les disques durs, donc une chanson, quoi, hein, une chanson. C'est une machine à laver, quoi. Une grosse machine à laver, un gros... On appelait ça les lessiveuses, d'ailleurs. Donc ça vous dit un peu, on part vraiment de la préhistoire, et avoir des machines comme ça, avec ces cartes, cette qualité de fabrication, et cette capacité pour l'époque de faire transiter un trafic qui est quand même numérique, même s'il est à très bas débit, bon, par rapport à maintenant, c'est risible. Mais pour l'époque, c'est un sacré défi, quoi. Pour le grand public, les messageries sont restées le symbole du Minitel. À son apogée, il rassemblait jusqu'à 9 millions d'usagers et générait 1 milliard d'euros de revenus. Moi, j'aimerais bien qu'on me décrive ce que ça faisait physiquement quand on se connectait pour la toute première fois de sa vie sur un écran pour discuter. J'aimerais bien retourner à la source, aux tout premiers échanges interactifs. La légende raconte que ça s'est passé à Strasbourg en 1982 sur le service Gretel du journal Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Une des fonctions permet aux informaticiens de Gretel de discuter entre eux pour régler les pannes du service. Un jeune utilisateur parvient à rendre public cet espace de discussion. Le chat est né. La suite, c'est Michel Landaret, le directeur technique du journal à l'époque, qui la raconte. Toutes ces lignes sont occupées, tout ça est occupé. Tout le temps? Tout le temps. C'est occupé à partir de 7h30, 8h le matin, c'est complet. Et à 2h le lendemain matin, c'est encore complet. 40 ans plus tard, je fais rencontrer Michel Landaret à quelques-uns des tout premiers utilisateurs de Gretel. Et ça m'amuse de le voir avec son smartphone à la main, parce qu'on est tous devenus comme ça, avec des smartphones à la main. Bonjour. Bonjour. Anne-Marie. C'est pas vrai. Si. Oui, ça nous ramène effectivement quelques années en arrière. Oui, maintenant je reconnais. Moi, j'ai découvert le service Gretel par des collègues de boulot. Et j'ai souvenir du tout premier Minitel. Le clavier était alphabétique. C'était tout nouveau, en fait, finalement, cette approche-là. C'était pas du téléphone. On pouvait réfléchir à ce qu'on écrivait, on pouvait corriger, ben voilà. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Et puis c'est vrai que ça pouvait devenir addictif un peu.
La facture téléphonique freinant le tout. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est qu'au bout d'un certain temps, on avait un certain nombre d'utilisateurs de Gretel qui étaient à Paris et qui payaient 220 francs de l'heure de l'époque pour se connecter sur les messageries à Strasbourg. Il y avait un nombre de lignes limité, ce qui faisait que la nuit, parfois, on avait envie de se connecter. Il n'y avait pas une seule ligne de livre, on essayait 20 fois, 30 fois, 40 fois, jusqu'à ce qu'on trouve enfin une ligne disponible. Je peux même vous donner une statistique précise. Je l'avais faite un soir aux alentours de minuit. Il fallait 1h02 de composition ininterrompue pour avoir une chance pour trouver une ligne. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que c'était tellement avant-gardiste. Moi, j'en garde un souvenir de quelque chose de... Il y a eu les radios locales, les radios libres, et puis après, il y a eu... nous, on a enchaîné un peu là-dessus, sur tout ça, et je trouve qu'on a vraiment vécu quelque chose de super. J'en parle toujours avec beaucoup d'émotion. Ouais. Ah moi, je dirais que c'est là que naît ce que je considère comme mon mode de vie aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que c'est là que naît le fait de... dialoguer, échanger avec des gens qui ne sont pas forcément juste à côté de vous, de créer une forme de communauté qui est plus liée sur des affinités que sur du voisinage strict. Pas forcément un voisin d'au-dessus ou d'en dessous avec qui vous entrez en contact. C'est le début de ce qui est aujourd'hui le lieu de rencontre principal de la communauté gay à laquelle j'appartiens. Hein, c'est là que ça démarre, hein, cet espace dans lequel on se rencontre. Peut-être aussi parfois en transgressant les règles habituelles de la société. Et puis, c'est l'usage quotidien pour s'informer. On prend son smartphone pour tous les usages qu'on a inventés à l'époque, pour moi. C'est resté la trame de tout ce qui vient après, pour moi. C'est vraiment important. Enfin, il faut quand même le savoir, ça. Google, à Mountain View, a un musée de l'informatique. Ils ont donc demandé à France Télécom de leur envoyer tout ce qui leur restait du Minitel. Bon, France Télécom n'avait plus rien. Ils ont renvoyé une caisse avec un peu de doc dedans, mais ils avaient tout jeté. Oui, mais dans l'esprit de tout le monde, Minitel, c'est dommage. Dans l'esprit des Français aujourd'hui, on dit la France s'est plantée sur Minitel. C'est ça quand même qu'il y a dans la mémoire collective. Moi, je ne le ressens pas du tout comme un échec, et c'est pour ça que parfois j'ai une forme de frustration de dire on l'a presque effacé. Quand France Télécom jette tout, c'est une façon d'effacer l'histoire. Interactivité, voilà lâché par un rayon laser, un mot clé de la communication de demain. National 7. Pour cette messagerie qui rassemble 2000 fidèles, Minitel veut dire dialogue. Aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure avec des soirées où se retrouvent les accros du contact. Comment vous vous appelez Valérie, et mon pseudonyme est Harmonie. Est-ce que c'est un moyen de trouver un petit ami? Vous savez, dans la vie, vous allez dans un café, il y a tellement de monde, vous voyez un type, il vous plaît, vous n'osez pas aller lui dire. C'est quand même con, non? C'est une femme qui attend son compagnon. Elle lui dit « Maudit soit ce Minitel de malheur ». Et il répond « C'est pourtant à lui que nous devons notre bonheur ». L'imaginaire collectif a accolé la couleur rose au terme de messagerie. Mais pour la sociologue Josiane Jouette, les messageries sont aussi le symbole d'un changement d'époque. Le Minitel, c'est le point de passage, finalement, entre la société d'avant, la société de l'audiovisuel, de la presse et la société d'aujourd'hui hyper connectée, des réseaux sociaux. Et donc, c'est une période de transition. Et les périodes de transition sont toujours très riches parce qu'elles portent encore la trace du passé, mais elles annoncent aussi l'avenir. Et il y a plein de fils à tirer à partir de l'expérience du Minitel. L'an dernier, en 86, nous avons formulé 14 millions d'appels Minitel vers le 7e ciel informatisé. Est-ce que vous pensez que c'est un danger pour les jeunes? Bah non, c'est pas obligatoire, celui qui a envie il le fait, celui qui a pas envie il le fait pas, c'est tout. J'ai commencé à travailler sur le Minitel en 1984.
Et je pense que ça a été un très bon point d'observation de la société française. Il y avait certainement une grande solitude, voilà. Quelque part, on se cherche des amis du Minitel. Il y avait un peu une dimension existentielle, voilà. Chercher autre chose. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans les années 80, voilà. Et si, pour comprendre le succès des messageries, il faut aussi avoir une perspective politique. Et donc, 1981, la gauche arrive au pouvoir. Quand le Minitel explose, eh bien, le grand soir ne s'est pas produit. Et a priori, on sait qu'il ne se produira jamais. Donc, en fait, c'est la fin des idéologies, voilà. Il y a une sorte de désenchantement, disons, du monde, et donc avec une remontée des formes d'individualisme. Et c'est à ce moment-là aussi que, quand le Minitel explose, on cherche autre chose, voyez-vous, de nouvelles formes de convivialité. À la fois, on est face à l'écran du Minitel, qui est un bouclier, il vous protège, mais en même temps, c'est un miroir, parce qu'en même temps, même si on joue sur son identité, c'était des jeux d'identité. On parle beaucoup d'identité aujourd'hui, mais tous ces jeux d'identité, ils étaient là sur le Minitel. Et comme c'est un miroir, en fait, c'est un miroir déformant de qui vous êtes. Mais c'est toujours aussi une part d'authenticité, voyez-vous. Et donc, je pense que si ce qui plaisait, qui attirait aussi beaucoup les minitelistes, qui revenaient le soir, et même s'ils payaient, etc., c'était le fait de jouer sur des facettes de soi. Voilà. Et de sortir des cercles connus et d'aller vers l'inconnu de façon anonyme. C'est pour ça qu'on appelait ça le carnaval électronique. Si les messageries conviviales ont permis la rencontre amicale, les vendeurs d'amour et de rêves beaucoup plus crus ont vite pris le dessus. Derrière la couleur rose inoffensive, se met en place un business patriarcal où les hôtesses du Minitel deviennent objet du fantasme masculin. Je connais une personne très bien qui a eu 23 000 francs pour la période de juillet-août et qui, le bimestre suivant, en a eu pour 33 ou 35 000 francs. Est-ce qu'il a trouvé une femme? Il est fou amoureux d'une de nos charmantes animatrices et ça se terminera peut-être par quelque chose de concret. Qui donc exploite Aline et ses copines, une revue mensuelle très connue, Science et Avenir, et une société Presse Invest qui dépend du Nouvel Observateur. Le groupe de presse de Claude Perdriel est leader sur le marché français de la messagerie du Minitel. J'ai rendez-vous avec Claude Perdriel, il a 96 ans. J'organise des retrouvailles avec un de ses anciens associés. Comme d'autres, Perdriel n'aime pas dire qu'il a fait fortune avec le Minitel Rose. Alors il préfère me raconter une autre histoire. On est tombé sur le Minitel Rose par hasard. J'avais l'idée, avec le Minitel, de créer des communautés. Je prends par exemple la communauté des joueurs d'échecs. Les joueurs d'échecs, c'est quelques dizaines de milliers de personnes, mais intense. C'est un peu comme les joueurs de bridge, mais en pire, mais intensément joueurs d'échecs. Et je voulais faire, et nous avions commencé à faire des problèmes d'échecs qu'on donnait à résoudre, où chacun pouvait proposer un problème d'échec et où toute la communauté pouvait s'intéresser pour résoudre, pour savoir comment gagner la partie. Quant au Minitel Rose, je disais aux gens, vous me parlez dans le Minitel Rose de sexe, moi je vous parle de solitude. À Noël, à partir du 10-15 décembre, le nombre de gens augmentait. Et pourquoi le nombre de gens augmentait? Parce que quand Noël arrive, le célibataire a peur de se retrouver seul. Et là, il cherchait âme sœur pour pouvoir ne pas être seul pour Noël. Et ça, je trouvais ça très émouvant. La montée du Minitel entre le 10 décembre et le 23 décembre. Et c'était rechercher l'âme sœur. En regardant ce capitaine d'industrie qui a traversé le siècle, j'ai envie qu'il me donne sa vérité sur l'échec du Minitel. Alors je lui demande s'il voit une explication à cette impression persistante qu'en France, on a de bonnes idées, mais qu'on est un peu nul en affaires, et que le Minitel est le symbole de ça. Non, c'est pour moi inexplicable. Ou peut-être simplement que nous sommes un peuple qui a deux caractéristiques. Une caractéristique technique, mais nous sommes aussi un peuple littéraire. Et ce sont les littéraires
pour moi, qui gagne contre les techniciens et les mathématiciens. Et ma version, c'est qu'à un moment donné, les littéraires disent « Oh là là, c'est bien gentil, vous allez gagner de l'argent, c'est pas très important. Nous, ce qui est important, c'est d'écrire des livres et de faire de la philo. » J'aime bien la pirouette sur l'esprit français, mais elle ne me convainc qu'à moitié. Malgré mon empathie pour l'histoire du Minitel, je suis forcé de reconnaître qu'on a peut-être eu tort de s'entêter et de ne pas passer à Internet plus tôt. Je réécoute mon entretien avec Josiane Jouette et je tombe sur cette anecdote à propos des études qu'elle menait dans les années 80 sur l'utilisation en France du micro-ordinateur. N'oublions pas que le Minitel, c'était la poule aux œufs d'or des télécommunications. Donc en fait, ils ont freiné effectivement la connexion de la France à Internet pour rentabiliser les services de la télématique française. Et je me souviens d'une fameuse conférence qui avait lieu à Caen, et donc où j'ai présenté ces travaux. Et en fait, j'ai eu comme réponse, mais non, les Français ne sont pas prêts à utiliser vraiment un ordinateur. C'est trop compliqué pour les Français, et donc ils sont très très bien avec le Minitel. Voilà bien l'histoire qu'on a retenue. L'avènement des autoroutes de l'information et d'Internet en 1994 a rendu ringard le Minitel. On aurait même perdu du temps dans le développement d'Internet en s'accrochant à notre bon vieux terminal. Ça me rappelle une vieille controverse. On aurait, au moment du développement du Minitel, privilégié les télécoms au détriment de l'informatique et abandonné le datagramme, une invention de l'ingénieur Louis Pouzin, qui ressemble à s'y méprendre au principe à l'origine d'Internet. Éric Reinhardt raconte cette histoire dans l'un de ses livres, Comédie française. À l'époque, personne ne peut deviner ce que deviendra notre société hyper connectée. Et j'imagine très bien ces deux camps, les télécoms et les informaticiens, se faisant face dans une lutte politico-industrielle. Les informaticiens considéraient que leur réseau était bien plus prometteur que ne l'était le Minitel, qui se heurterait à un moment ou à un autre et assez vite à ses propres limites. Alors que le réseau élaboré par Louis Pouzin a fonctionné comme fonctionne aujourd'hui Internet, puisqu'en fait, on découpait les messages, on envoyait tous les bouts de messages dans n'importe quel ordre dans le réseau, et puis les messages étaient reconstitués à l'arrivée. Et ce que Maurice Allègre de la Délégation Générale à l'Informatique m'a raconté, c'est que quand il a commencé à parler à ses homologues des télécoms, il lui répondait, mais enfin, on ne va pas se mettre à découper les lettres en rondelles et d'envoyer les données dans n'importe quel ordre, dans n'importe quel ordre dans le réseau. C'était une idée pour eux qui était complètement sulfureuse et absurde. C'est-à-dire qu'une lettre, quand on la poste, eh ben on ne va pas la découper. On la poste et puis elle suit son chemin et on la reçoit entière. Ce qui est dommage, c'est qu'on avait les deux technologies. On avait la technologie du Minitel qui était prête à être mise en œuvre. Et donc, c'est normal et c'est logique que les ingénieurs des télécoms n'aient pas voulu renoncer au Minitel, puisque, en fait, c'était imminent. Simplement, l'erreur qui a été commise, c'est de ne pas vouloir, parallèlement, développer les prémices de ce qu'allait devenir Internet. French bashing contre fierté nationale. L'histoire est bien racontée, et elle est symptomatique de l'esprit français. D'un côté, un système centralisé, presque verrouillé, de l'autre, la liberté et l'horizontalité. Mais était-ce si simple? Je relis les mails que les ingénieurs des télécoms ont envoyés pour se défendre. Pour eux, dire qu'on aurait pu inventer Internet, c'est réécrire l'histoire. Et si l'on a développé le réseau du Minitel, c'est parce qu'il était plus sécurisé et plus fiable que celui du datagramme. Au-delà de cette bataille pour le récit le plus juste, je retiens surtout que les années 80 constituent une époque charnière où on ne sait pas encore très bien comment le monde va changer, mais on sait qu'il va changer. Une mitrailleuse de composants électroniques. Elle se nourrit de diodes et de résistances en ruban continu. La machine agrafe les composants avec une vitesse et une minutie inégalées. Toute l'intelligence du Minitel se trouve résumée là, sur un jeu de 2 cartes imprimées.
Il y a plein d'appareils chez nous. Il y a une chaîne IFI, il y a la télévision, il y a le Minitel. On ne sait plus où les mettre. Tout, et le magnétoscope, tout va se fondre vraisemblablement dans un seul type d'appareil, dans lequel il y aura le clavier qui sera celui d'un micro-ordinateur, il y aura la mémoire d'un micro-ordinateur, il y aura l'écran, il y aura le téléphone et il y aura la télé. Tout va se fondre vers un seul et unique appareil. Sinon, vous avez vu chez vous, vous êtes dans les câbles partout. L'augmentation exponentielle des capacités de traitement des machines a rendu obsolète le Minitel. Mais dans les années 80 et 90, c'est une machine de l'avenir. Il symbolise le progrès et ceux qui vont changer le monde. J'observe ces cartes imprimées par lesquelles ont transité tant de messages et tant de pages Minitel, et je trouve vertigineux qu'il n'en reste presque plus rien. Mais notre monde d'aujourd'hui est encore imprégné du Minitel. Le plus connu des patrons ayant fait fortune grâce à la boîte marron, c'est Xavier Niel. Avant Free, Niel, c'est 3617 ANU, l'histoire d'un jeune homme de classe moyenne qui utilise les données de l'annuaire téléphonique de France Télécom pour lancer l'annuaire inversé. Il siphonne ainsi le trésor de guerre de l'opérateur public et lance sa start-up. Mais je ne voulais pas parler de ça. Je voulais un milliardaire qui viendrait me parler de ses rêves de jeunesse. Je voulais l'emmener là, sur les ruines d'un projet gigantesque, comme l'a été celui du Minitel. On verra sans doute circuler l'aérotrain, un train aérien sur coussin d'air, capable de relier Paris à Orléans en 25 minutes. J'avais lu que cette invention un peu folle avait fasciné l'ado Xavier Niel. Pour moi, l'aérotrain, c'est un peu comme le Minitel. Et je trouvais que Niel marchant sur les voies désaffectées, ça ferait un très beau plan. Mais il décline ma proposition de tournage. Au-delà de l'objet Minitel, ce qui m'émeut, c'est ce que les gens ont vécu avec. Ces photographies d'intérieur des années 80 me racontent l'irruption d'une nouvelle activité au sein de la maison, interagir avec un écran. À côté des sites de vente en ligne, quelques artistes ont exploité les possibilités techniques du Minitel. Bernard Marty m'a confié les dessins réalisés à la fin des années 70 par le peintre Mariano Otero, sur une tablette graphique avec une technologie proche de celle qui équipera les Minitel grand public. Proche, mais trop coûteuse pour l'époque. De ces tablettes graphiques, il ne reste aucun exemplaire. Et ces captures d'écran de dessin sont les seuls souvenirs de ces débuts de l'art numérique. Le visage de François Mitterrand qui s'affiche sur un écran de télévision, c'est comme une œuvre d'art. J'ai pas mis la suite de la musique. Je n'avais qu'1 an quand il est apparu, mais pour moi, c'est le symbole des années 80. Vous voulez faire quoi maintenant? Je suis chez Christian, l'homme qui ressuscite les Minitel. Après avoir créé des serveurs télématiques dans les années 80, Christian a repris du service depuis quelques années. En codant des programmes, il redonne vie aux machines et devient une sorte d'archéologue. Revoir des Minitel en fonctionnement, ça peut paraître anecdotique, mais pour moi, c'est un peu comme faire revivre le passé. Je me suis dit, si on veut vraiment remontrer à quoi ressemblaient certains services emblématiques, qui ont complètement disparu et dont on n'a pas vraiment de sauvegarde, c'est possible de les recréer. C'est-à-dire de refaire au plus à l'identique le fonctionnement. Le premier que j'ai refait comme ça, c'est vraiment le service de base de référence que tout le monde a dû utiliser au moins une fois, c'est l'annuaire électronique. Qui va se connecter sur les annuaires d'aujourd'hui? Donc on peut chercher un numéro de téléphone d'aujourd'hui en utilisant suite, retour, comme à l'époque. Et donc ça c'était le premier, je l'avais fait un peu pour un 1er avril. Et puis après, je me suis dit, le deuxième service vraiment emblématique qu'il faut refaire, c'est le 3615 ULA. Ça a été plus compliqué parce que j'avais pas les écrans. Et donc, j'ai refabriqué les écrans vraiment le plus proche possible.
Et j'ai refait un service qui ressemble au 3615 ULA, qui se branche sur une vraie messagerie, mais qui n'est pas une messagerie comme à l'époque. Et voilà, quoi. Bon, ça fait... C'est pareil, c'est pas sérieux, mais au moins, ça permet de voir comment ça fonctionnait, quoi. Et c'est ça qui est important. C'est bien parce que tu retrouves vraiment l'affichage par ligne, donc tu devines ce qui va être écrit. Moi, j'aime bien la comparaison avec les locomotives à vapeur. Voir une locomotive à vapeur en pression, qui fume, qui sent le charbon, qui a l'odeur d'huile, il y a tout ça. C'est une expérience, quoi. On vit un truc. Et voir un Minitel éteint, il n'y a rien à l'écran, ou alors voir des photos d'écran, ou voir une vidéo avec un truc à l'écran, c'est pas la même chose que tapoter, interagir avec un service, avec quelqu'un éventuellement qui est à l'autre bout. Et voilà, donc on maintient, je suis pas le seul, hein, on maintient en fonctionnement des serveurs pour permettre à des gens de prendre un Minitel, de se brancher sur un service et de voir à quoi ressemblait l'annuaire électronique, des messageries et ce genre de choses. Donc le Minitel, c'est souvent connoté assez négativement, le truc raté, le truc ringard, le truc qui était lent, le truc qui était cher, etc. etc. C'est pas totalement faux, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Il y a eu aussi des choses qui étaient extrêmement innovantes, quoi, pour l'époque. Ce que j'aime chez Christian, c'est qu'il n'y a pas de « c'était mieux avant ». Il collecte des pages Minitel pour témoigner du passé et se marrer un peu. Des pages écran les plus sommaires aux plus suggestives. En regardant ces écrans avec lui, je pense à cette phrase qui dit tout de ce qu'était le Minitel. Les pages ne s'affichaient pas à 25 images par seconde, mais à 25 secondes par image. Une fois arrivé au centre de ce labyrinthe, je vais me connecter grâce à un téléphone, à un ordinateur qui se trouve au centre de Paris. Grâce à ce dispositif, je vais pouvoir obtenir et visualiser jusqu'à 5 milliards d'images artistiques qui sont en fait des mandalas. Une fois cette image apparue sur l'écran, je peux l'imprimer grâce à une imprimante. Ces œuvres créées avec une technologie aussi basique me font penser à des dessins dans les grottes. Et ces artistes m'apparaissent comme des explorateurs. Chacune des éléments concentriques. Jacques-Élie Chabert, lui, a conservé des archives de son passé de graphiste dans les années 80. Avec sa complice Camille Philibert, il crée sur Minitel des romans télématiques et utilise le principe du livre dont vous êtes le héros. Et ça aussi, c'est un peu une madeleine pour moi. Ça, c'est... C'est toi? Ouais. C'est l'appart chez moi. J'avais un Macintosh 512. Voilà. Et ça, c'est une des pages du roman télématique. Donc, le clavier qui était une charrue monstrueuse qui pesait 15 kilos et un écran au-dessus. Il y a 23 ans, là, hein, c'est ça? Ouais. Comment vous est venue l'idée d'écrire un roman télématique? On avait simplement envie de faire une simulation, voir si c'était possible de dévier un peu de l'utilisation du Minitel. Graphiquement parlant, c'est toujours très schématique, très primitif. On commence avec le Minitel en 80. Tu avais des journalistes qui faisaient le contenu, et puis nous, on faisait des maquettes. Et puis rapidement, en fait, on a squatté les machines pour faire nos petits délires. Ça, c'est la dernière page. Voilà. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a... L'objet perdu. Et c'est un travail de dingue, non, de faire ça au caractère près, en fait, ce qu'il fallait... Tu avais un octet pour coder la case, et avec un octet, tu pouvais foutre une lettre d'une couleur sur un fond, et ou tu pouvais allumer tel carré sur un fond. Parce que pour faire une diagonale qui allait de en haut à gauche vers en bas à droite, tu allumais un carré, tu faisais tuc-tuc-tuc, tu allumais un carré, tuc-tuc-tuc-tuc, tuc-tuc-tuc, tu cramais un quart d'heure. La bouche et tout ça, c'était fait avec des slash, avec, voilà, comme les émoticônes. Et ça, comment tu as rencontré vraiment le Minitel? Déjà, je n'ai pas rencontré le Minitel. Moi, j'ai commencé par une console de composition. Et donc, je ne savais pas trop à quoi... j'avais pas, moi, le résultat, parce qu'il n'y avait pas de Minitel en France. Ah oui, il n'y avait pas.
Là, il n'y a plus, mais avant, il n'y avait pas. D'accord ? Et donc, moi, le premier truc que je vois, c'est un écran couleur. Et surtout, c'était du magenta pur qui jaillit de l'écran, du cyan pur qui jaillit de l'écran, du jaune pur, voilà, du vert, voilà, et c'était les couleurs primaires et secondaires, et basta. Et ça, c'était une éclate totale, c'était déjà un émerveillement pas possible. Au milieu d'une discussion, je demande à Jacques-Élie s'il a utilisé les messageries sur Minitel. Et enfin, après toutes ces rencontres, quelqu'un me fait le cadeau que j'attendais. J'ai rôdé sur le site de rencontre. Et là, oui, il y a un truc qui était inversement proportionnel à la misère des 3 petits mots qui arrivent en réponse à tes questions. Tu vois, tu dis bonjour. La personne que tu supposes être du sexe opposé répond oui. Et là, déjà, tu es en transe. Tu vois, donc, la typo dégueulasse, image, il n'y en a pas. Le truc, il fait un peu mal aux yeux avec des toutes petites lettres. Et dans ta tête, c'est l'orage, tu vois, tu es comme ça, tu as la transpiration qui dégouline. Et donc ça, je comprends que tu devenais accro. En quelques secondes, il a tout dit, Jacques-Élie. Le Minitel était aussi un objet qui créait des sensations physiques qu'il restitue intactes 40 ans après. Le Minitel, c'est aussi un vecteur d'émotions. En réfléchissant à ça, je pense au journaliste Xavier Delaporte. C'est un des spécialistes des questions numériques, mais c'est surtout pour moi quelqu'un qui arrive à me raconter de manière intime la technologie. Le point de départ, c'est une photo. Elle a été prise au printemps 1838 par Louis Daguerre. Quand je l'appelle, il s'apprête à aller au musée Pompidou à Paris. Et ça tombe plutôt bien, car là, dans le temple de l'art contemporain, sont exposées des œuvres créées sur Minitel, dont celle de Jacques-Élie et Camille, l'objet perdu. Des œuvres qui ont été réhabilitées par un groupe d'artistes dont font partie Morgane Stricot et Armandine Schall. C'est quoi l'exposition ici? Donc l'œuvre, elle s'appelle Profound Telematic Time. C'est une installation qui retrace chronologiquement le Minitel, la machine, sa matérialité, ses effets. Et là, c'est les archives de L'Objet perdu, qui était un roman du coup à choix multiples, un peu comme les livres. Donc vous êtes le héros? Oui. Moi, c'est mes préférés ceux-là parce que c'était ceux qu'on a retrouvés dans un vieux reportage où Jacques-Élie présentait les possibilités artistiques du Minitel. Moi, j'avais vu les sérigraphies, et j'avais fait « Oh, mais il y a des animations !» On ne pouvait pas, à partir de sérigraphie, reproduire les animations. Et du coup, ça nous a permis de créer des écrans qui sont vraiment exactement la reproduction de l'écran d'origine, quoi. On les a redessinés, et donc on faisait octet par octet. Et vous trouvez au final ça plutôt assez beau par rapport aux possibilités techniques que ça donne et qui n'étaient quand même pas gigantesques par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui sur des écrans? Je trouve qu'il y a des prouesses, quoi. Oui. Parce qu'il n'y a qu'un caractère par octet. Il fallait quand même, des moments donnés, s'adapter aux contraintes, quoi. Vous pouvez rapidement me décrire les autres, parce qu'il n'y a pas que des Minitel, donc là, évidemment, puisqu'il y a un Commodore et tout ça. Celui-ci, par exemple, qui est le Tic-Tac, c'est le prémisse du Minitel. Ok. Donc j'ai jamais vu ça. on se servait du coup du téléphone pour appeler. Et il n'y avait pas encore, du coup, l'écran, le clavier, comme il y a sur les autres, mais ça se branchait à la télé. Et après, il y a les Minitel couleurs, qui ceux-là étaient dans les entreprises. Vous l'avez récupéré où? Sur Le Bon Coin. Et qu'est-ce qu'ils disaient, les gens? Ça leur semblait un peu incongru de... Oui. Ah ouais. Il y a deux réactions. Il y a des gens qui nous regardent un petit peu, genre, vous êtes fous, mais c'est chouette. Et il y a des gens qui sont hyper touchés, c'est super de faire revivre ça, ça a beaucoup de sens, moi j'ai adoré. Et ils ont tous à chaque fois une anecdote. Ce que je trouve hyper beau dans tout ce qu'on voit là, c'est que tout était imaginé pour que des gens qui n'avaient aucun rapport à ça, voire étaient réticents, adoptent ce machin, quoi. Et je pense que c'est de là que vient la nostalgie chez les gens, ou même l'émotion quand ils voient le Minitel, parce qu'ils se sont tous sentis inclus. Oui. Leurs voisins ont eu aussi le Minitel, c'était fourni. L'État avait, je sais pas, il y a peut-être un truc de reconnaissance de tout le monde, dans toute la France, partout, on avait le Minitel qui arrivait chez les gens. Et les gens les ont pas achetés. Ouais, mais c'est ça qui est étonnant. C'est ça qui est dingue, ils les ont pas achetés, donc ils s'y sont attachés.
Donc c'est aussi dire que cette interface utilisateur, elle a été assez bien pensée pour que les gens s'y attachent. Vous savez, la question de la controverse sur est-ce que c'est un objet admirable ou un objet à rire, le Minitel. On alterne un peu entre les deux. et donc le fait de rentrer dans le machin, etc., au final, vous dites quoi? Vous dites c'était bien fait ou C'est une prouesse de technologie. Enfin, l'interaction utilisateur, il n'y a que le Minitel qui la propose. Donc en ça, c'est une évolution qui est dingue par rapport à ce que le téléphone proposait et ce que ensuite Internet a pu proposer. Et moi, aujourd'hui, je fais des applications, du coup, obsolètes sur Minitel. Genre la lampe torche, qui n'éclaire rien. Puisque t'as fait quoi? T'as fait un aplat de couleur J'ai fait un aplat de couleur blanc, qui du coup, dans le noir, effectivement, fait de la lumière. Mais pour ça, il faudrait que la coupure d'électricité n'ait pas coupé l'électricité du Minitel, puisqu'il n'est pas autonome. Mais du coup, c'est toutes ces expérimentations qui m'ont permis de faire mes propres expériences et mes propres jeux un peu absurdes d'applications. Maintenir l'histoire du Minitel vivante est une gageure, presque un anachronisme. Mais que cette transmission soit assurée par de jeunes artistes, ça me laisse l'espoir que le passé ne devienne pas une pure abstraction, qu'il reste tangible et sensible, à portée de main. J'ai lu qu'au moment de sa disparition en 2012, le Minitel a été recyclé et a servi à faire des routes. J'aime me dire que des traces du Minitel subsistent encore un peu autour de nous, sans qu'on s'en aperçoive vraiment, et que son cœur bat encore à l'intérieur de nous.